tous les animaux éteints ont une tombe quelque part. Et aujourd'hui, nous allons visiter le monument dédié à l'un des joyaux de l'évolution. Les cératopsiens, un groupe de dinosaures extraordinairement prospères qui ont vécu et triomphé pendant une grande partie du Crétacé. Nous sommes les premiers à contempler cette exposition, qui a attendu silencieusement pendant 66 millions d'années. Au cœur de la salle, nous trouvons l'un des dinosaures les plus robustes et les plus célèbres de l'histoire. Un animal qui a enflammé l'imagination des enfants et des adultes depuis sa découverte en 1897, un symbole de la puissance et de la majesté du monde perdu. Il est temps d'affronter le véritable roi des dinosaures herbivores. Voici l'histoire du Triceratops. Bienvenue à Hell Creek. Cette nuit, le foyer de certains des derniers dinosaures de la planète est en flammes. Les incendies ravagent les forêts de conifères et de palmiers, affolent les troupeaux et provoquent un chaos et mort. Mais dans cet écosystème, cela fait partie du cycle naturel. À l'aube, les animaux reviennent explorer le terrain calciné. Cela peut paraître étrange, mais les grands herbivores dépendent de ces événements. Les cendres enrichissent le sol et, en quelques semaines, surgissent denses prairies de fougères, de prêles et de plantes herbacées qui profitent ainsi de la lumière des clairières nouvellement ouvertes. Le feu maintient le paysage varié et permet la coexistence de multiples espèces herbivores, depuis les hadrosaures qui broutent en immenses troupeaux jusqu'aux colossaux cératopsidés. Parmi eux se distingue le Triceratops, un géant pouvant atteindre 9 mètres de long et près de 12 tonnes, équipé de 3 cornes et d'un bouclier crânien qui servait autant à la défense qu'aux parades visuelles au sein de sa propre espèce. Le Triceratops habitait l'ancienne Laramidia, un couloir terrestre qui s'étendait de ce qui est aujourd'hui le Mexique jusqu'au Canada. Bien que cette région soit aujourd'hui en grande partie aride et chaude, au Crétacé supérieur, c'était un monde humide, luxuriant et grouillant de vie. Les angiospermes, les premières plantes à fleurs, étaient en pleine expansion durant ce que l'on appelle la révolution terrestre du Crétacé, transformant les écosystèmes et offrant de nouvelles sources de nourriture. Ce changement a favorisé la diversification d'herbivores spécialisés, comme les hadrosaures et les cératopsiens, qui ont développé des mâchoires et des dentitions adaptées à la mastication de végétation dure. À cette époque, l'Amérique du Nord était coupée en deux par une mer intérieure immense, la voie maritime intérieure de l'Ouest, foyer de terribles reptiles marins comme les mosasaures et de poissons géants comme Xyphactinus. À l'ouest s'étendait l'Aramidia, une terre riche en dinosaures, tandis qu'à l'est se trouvait Appalachia, plus isolée et dotée d'une faune différente. Vers la fin du Crétacé, la mer a commencé à se retirer en raison du soulèvement du continent, permettant aux deux masses terrestres de se rejoindre par le nord. Cette transformation géographique a marqué la dernière ère des dinosaures avant le grand cataclysme qui mettrait fin à leur lignée. On a trouvé des fossiles de Triceratops dans plusieurs formations géologiques, ce qui indique que c'était un dinosaure très commun dans son écosystème. Cependant, dans la formation de Hell Creek, ils sont particulièrement abondants. Son nom signifie littéralement « ruisseau de l'enfer » ou « rivière de l'enfer ». Un nom taillé sur mesure pour un endroit où sont conservés les derniers jours des dinosaures. En plus du Triceratops, vivait ici le plus lourd des prédateurs terrestres de tous les temps, le Tyrannosaurus rex, et l'énorme dinosaure herbivore Edmontosaurus, un hadrosaure à bec de canard qui se déplaçait en troupeau. On y trouvait également d'autres animaux moins connus, comme de petits mammifères ressemblant à des marsupiaux, des crocodiles, des tortues et des oiseaux primitifs. Hell Creek est particulièrement important pour l'étude des derniers instants de l'histoire des dinosaures, juste avant la grande extinction de fin du Crétacé. C'est de là que proviennent nombre des squelettes de Triceratops les plus complets et les mieux conservés, qui permettent aux paléontologues de reconstituer comment ils grandissaient, comment leur crâne changeait avec l'âge et quel pouvait être leur comportement. Le genre Triceratops compte 2 espèces reconnues,
Triceratops prorsus et Triceratops horridus. Son nom signifie « visage à 3 cornes », une description simple mais précise. Prorsus possédait une corne nasale plus longue, un visage plus court et les cornes au-dessus des yeux situées un peu plus haut sur le crâne. Horridus, en revanche, présente généralement un museau un peu plus allongé et des proportions différentes au niveau du bouclier osseux. Les deux espèces atteignaient cependant une taille similaire et menaient probablement un mode de vie très proche, au point d'avoir cohabité dans le temps et dans l'espace. Les deux espèces de Triceratops montraient une grande variété d'individus, tant en taille qu'en forme. La taille, la courbure et l'orientation des cornes, par exemple, pouvaient varier d'un animal à l'autre et servaient probablement aussi de signaux visuels. Elles pouvaient indiquer le sexe, l'âge, l'état de santé ou même le statut social au sein du groupe. Chaque Triceratops était unique, tout comme il n'existe pas deux cerfs dont les bois soient exactement identiques. Ces différences individuelles pouvaient aussi se manifester dans d'autres aspects de leur apparence, comme la couleur et les motifs de la peau, même si cela reste aujourd'hui du domaine de l'imagination. Peut-être que certains présentaient des zones plus sombres sur le bouclier ou autour des yeux, utiles pour la parade. Cette variabilité rend difficile une séparation nette des espèces, et c'est pourquoi, au fil du temps, beaucoup d'autres espèces ont été proposées. Cependant, actuellement, seuls Prorsus et Horridus sont considérés comme valides. Imaginez un éléphant plus lourd de 2 tonnes, avec une tête encore plus grande, un énorme bouclier osseux derrière le crâne et 2 cornes au lieu de défense. C'est à peu près l'impression que devait produire un Triceratops vivant. Il pesait entre 6 et 8 tonnes, et les mâles les plus grands et les mieux nourris pouvaient approcher, voire dépasser, les 10 tonnes. Ce fut l'un des plus grands dinosaures, non sauropodes, à avoir foulé la Terre. Cependant, malgré son poids, ce n'était pas un animal très long. Il mesurait environ 7 à 8 mètres, de la pointe du bec à l'extrémité de la queue. Son corps était si compact et musclé, porté par 4 pattes robustes comme des colonnes. Il possédait un squelette extrêmement dense et résistant. Ses vertèbres, ses côtes et les os de ses membres étaient conçus pour supporter les charges, les courses brèves et le poids de l'une des têtes les plus lourdes qui aient jamais existé. Face à un prédateur comme T-Rex, ce char blindé du Crétacé n'était pas une proie facile. Grâce aux vastes surfaces d'attache musculaire, nous savons que Triceratops était, en essence, un tank articulé autour d'une colonne vertébrale. Les marques sur ses os montrent l'ancrage de puissants muscles du cou, de la poitrine et des pattes, et révèlent un animal construit pour pousser, encaisser et supporter les impacts. Ses hanches larges, son tronc court, son cou robuste et ses pattes épaisses et droites indiquent qu'il n'était pas conçu pour courir vite comme un vélociraptor, mais pour avancer d'un pas sûr, comme un rhinocéros gigantesque, et se planter face à n'importe quelle menace. Sa tête est l'une des plus grandes, en proportion du corps, de tous les dinosaures été connus, et il suffit de l'observer attentivement pour découvrir qu'elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le bouclier osseux n'était pas seulement une plaque. Plaque de Bonne. Il était parcouru de trous, de rugosités et de zones d'insertion musculaire, et était probablement recouvert de peau et de kératine, ce qui pouvait lui donner un aspect encore plus impressionnant. Cet aspect spectaculaire et immédiatement reconnaissable a fait du Triceratops le 2e dinosaure le plus célèbre auprès du grand public, juste derrière son ennemi éternel dans la fiction, le Tyrannosaurus Rex. Ensemble, ils forment le duo prédateur-proie le plus représenté dans la culture populaire et au cinéma, presque toujours avec le Tyrannosaurus comme vainqueur du combat. Cependant, nous savons aujourd'hui que le Triceratops n'était pas une victime sans défense, mais un adversaire redoutable.
Le Triceratops est aussi l'un des dinosaures les mieux connus du registre fossile. Des restes ont été trouvés en de nombreux endroits différents et il est possible que la science ait déjà étudié plus de 130 individus. Parmi eux, au moins 50 sont assez complets, ce qui permet de reconstituer en détail leur anatomie, la croissance des jeunes et les changements subis par le crâne au cours de la vie. Heureusement, les caractéristiques physiques du Triceratops ont favorisé la conservation de ses restes durant les 66 derniers millions d'années. Ces os énormes, denses et très résistants ont bien supporté le poids des sédiments et l'épreuve du temps. En particulier le crâne, large et massif, se brisait ou se décomposait moins vite à l'air libre et, une fois enterré, se prêtait à une fossilisation très détaillée grâce au remplissage progressif par les minéraux. Il fut nommé par le paléontologue Charles Marsh en 1889 en pleine guerre des os contre son grand rival Edward Cope. Tous deux se disputaient la découverte et la description du plus grand nombre possible de dinosaures spectaculaires, parfois dans la précipitation et avec des erreurs, mais en laissant aussi un héritage immense à la paléontologie. Le premier os reconnu de Triceratops fut un crâne avec des cornes. On pensa d'abord qu'il appartenait à une espèce de bison géant et éteint, mais lorsque des fossiles plus complets apparurent, il devint clair qu'il s'agissait d'un animal entièrement nouveau et très différent de tout mammifère. Triceratops appartenait à l'un des derniers groupes de dinosaures apparus au Mésozoïque, les cératopsiens évolués. Lorsque l'on parle de cératopsiens au sens strict, on fait référence aux cératopsidés apparentés à Triceratops et à ses plus proches parents, dotés de grands boucliers osseux et de cornes bien développées. Les ancêtres de ces géants cornus étaient beaucoup plus petits et ne marchaient que sur les pattes arrière. Comme Psittacosaurus, un dinosaure au bec de perroquet et à longue queue. Psittacosaurus n'était toutefois pas un ancêtre direct des cératopsidés, mais faisait partie d'une branche latérale qui n'a pas survécu jusqu'à la fin du Crétacé. Avec le temps, d'autres lignées de cératopsiens sont devenues plus grandes, ont adopté une posture quadrupède et développé les impressionnants boucliers et cornes qui culmineraient, des millions d'années plus tard, dans l'imposante silhouette du Triceratops. Nous savons que Psittacosaurus possédait une rangée de soies ou de filaments partant de la base de la queue, quelque chose d'intermédiaire entre des plumes primitives et des poils rigides. Ces structures ne servaient pas au vol, mais peut-être à la parade, à l'isolation thermique ou à la reconnaissance entre individus. C'est pourquoi de nombreux paléontologues jugent raisonnable de penser que Triceratops et d'autres cératopsidés pouvaient eux aussi conserver, au moins en partie, des structures similaires sur la peau, même si nous n'avons pas encore de fossiles qui le démontrent avec certitude. Notre image de ces animaux comme de grands lézards à la peau lisse est probablement très en deçà de la réalité. Parmi les protokératopsidés, très communs en Asie, figure Protoceratops, un petit animal de peu plus de 2 mètres, mais crucial dans l'histoire de ce groupe. Ce fut l'un des premiers cératopsiens à revenir à une marche quadrupède stable. Il vivait dans des environnements désertiques et semi-désertiques, et ses nids et ses petits se sont si bien conservés que l'on connaît différentes étapes de croissance, ce qui est rare chez les dinosaures. Une autre famille précoce de cératopsiens est celle des leptocératopsidés. Ils se caractérisent par l'absence de cornes sur le visage, mais possèdent d'énormes becs, des mâchoires très courbées et des têtes assez intimidantes, comme chez Udanoceratops. Bien qu'ils fussent plus petits que les géantes du Crétacé tardif, ils présentent déjà la combinaison typique de ce lignage. De puissantes mâchoires herbivores et des crânes riches en surface rugueuse, où s'ancrent des muscles et peut-être des écailles ou des structures cornées. Les dinosaures cératopsidés sont typiques du Crétacé, même si leur origine remonte à la fin du Jurassique sous des formes très primitives. Au sein des cératopsidés véritables, le groupe auquel appartiennent Triceratops et ses proches parents, on distingue 2 grandes branches, les Centrosaurinés et les Chasmosaurinés.
Les centrosaurinés présentent généralement des cornes nasales très développées, de petits cornes au-dessus des yeux et des boucliers garnis de grandes épines ou de crochets. Les chasmosaurinés, en revanche, tendent à présenter des cornes susorbitales plus longues et des boucliers amples et perforés, qui s'étendent vers l'arrière comme une sorte d'éventail osseux. Parmi les centrosaurinés, on trouve Centrosaurus, Styracosaurus, Pachyrhinosaurus, Diabloceratops, Albertaceratops, Nasutoceratops, entre bien d'autres. Chacun représente une version différente de l'association cornes plus bouclier, comme si l'évolution testait des designs variés pour la parade et la défense. Parmi les chasmosaurinés se trouvent Chasmosaurus, Pentaceratops, Torosaurus et, le plus célèbre de tous, Triceratops. Leur différence au niveau du crâne, de la taille des cornes et de la forme du bouclier aide les paléontologues à les identifier, un peu comme nous distinguons les différentes espèces d'antilopes à la forme de leurs cornes. Tous les cératopsiens font partie d'un grand groupe de dinosaures ornithischiens appelé Marginocephalia, qui signifie « tête à bordure ». Ce nom vient de la saillie osseuse caractéristique à l'arrière du crâne, qui se développe chez certains en dôme épais et chez d'autres en bouclier orné. Les dinosaures marginocéphales les plus proches des cératopsidés sont les pachycéphalosaures, comme Pachycephalosaurus. Ils étaient bipèdes, herbivores ou omnivores, avec de grandes têtes solides et probablement très querelleurs. Ils partagent plusieurs traits avec les cératopsidés. Des dents relativement similaires, un petit bec et une tête épaisse, pleine de bosses et d'ornements osseux tout autour. Au lieu de cornes et d'un grand bouclier osseux comme les cératopsidés, les pachycéphalosaures possèdent un dôme osseux très épais au sommet du crâne et des protubérances rugueuses et pointues autour de la tête et sur le museau. Ils utilisaient probablement ces structures pour les parades sexuelles et les combats entre individus de la même espèce, en se percutant la tête ou en se poussant, comme le font aujourd'hui certains béliers, antilopes ou bouquetins. Ainsi, au sein de Marginocephalia, on observe deux stratégies différentes mais fondées sur la même idée. Utiliser la tête comme arme, bouclier et panneau lumineux pour impressionner les rivaux et attirer les partenaires. Troupe ou solitaire. La vie sociale du Tricératops. En général, les dinosaures marginocéphales, et en particulier les cératopsidés, sont typiques d'Amérique du Nord et d'Asie. Tout indique que c'est là qu'ils sont apparus, se sont diversifiés et, finalement, ont disparu à la fin du Crétacé. Il est possible qu'en raison de l'isolement géographique des autres continents à cette époque, ils ne soient jamais parvenus jusqu'en Amérique du Sud, où les herbivores dominants étaient les sauropodes au long cou et d'autres groupes distincts. Alors que des pays comme la Chine, la Russie, le Canada, les États-Unis et le Mexique regorgent de fossiles de ce type de dinosaures, on trouve à peine des représentants de ces lignées dans d'autres régions du monde. D'un autre côté, il est difficile de savoir si un animal éteint vivait seul ou en groupe. En général, on suppose qu'il était sociable lorsque plusieurs squelettes ont été trouvés ensemble, comme c'est le cas pour Styracosaurus, Centrosaurus, Torosaurus et d'autres parents proches de Triceratops. On découvre parfois de véritables cimetières de cératopsidés, avec des dizaines ou des centaines d'individus mêlés, peut-être emportés par des inondations soudaines, des tempêtes ou des sécheresses extrêmes. Ce type de gisement suggère que de nombreuses espèces de ce groupe se déplaçaient en troupeaux, avec adultes et jeunes mêlés, ce qui s'accorde parfaitement avec leur anatomie défensive. Cornes en avant, boucliers derrière et sécurité dans le nombre. Pour Triceratops, cependant, les choses sont moins claires. On a trouvé environ 50 squelettes assez complets, mais presque toujours isolés, et un seul groupe de 3 jeunes individus, décrit en 2005, semble indiquer une vie en commun.
Même si l'absence de preuves ne signifie pas l'absence de comportement, cela pourrait indiquer que Triceratops menait une vie beaucoup plus solitaire que la plupart de ses parents. Peut-être que sa taille énorme et son armement lui offraient autant de protection que le nombre en procure aux animaux plus petits qui vivent en groupe. Malgré tout, c'était un animal très abondant, et il est possible qu'il se rassemble lorsqu'il était jeune, formant des crèches d'adolescents, ou que les adultes vivent en petits troupeaux qui, simplement, ne se sont pas conservés ensemble dans le registre fossile. On a aussi proposé qu'ils pouvaient vivre en petits groupes de 5 à 10 adultes, ce qui leur apporterait une sécurité supplémentaire face aux prédateurs et permettrait une coopération dans la surveillance du milieu. Ou peut-être passaient-ils la majeure partie de leur vie adulte seuls, comme de nombreux rhinocéros actuels, et ne se rassemblaient en grand nombre qu'à la saison de reproduction, autour de zones bien particulières. Si tel était le cas, ils pouvaient en être des animaux très territoriaux et agressifs, prêts à défendre leur espace vital au prix de leur vie ou de celle de quiconque les défiait. Les traces de coups et de fractures consolidées sur certains crânes suggèrent qu'ils n'hésitaient pas à utiliser leur tête comme bélier contre d'autres Triceratops, que ce soit dans des disputes pour le territoire, la hiérarchie ou l'accès aux partenaires. Armes, signatures et boucliers. Cette énorme tête était armée des 3 cornes qui ont donné son nom au Triceratops. Lorsque nous voyons un crâne fossile, la partie visible des cornes n'est que la base interne, formée d'os. De son vivant, la corne était recouverte d'une épaisse gaine de kératine, le même matériau que nos ongles, qui la rendait bien plus longue et pointue. C'est aussi le cas chez des animaux actuels. Si nous ne regardions que le squelette, leurs cornes paraîtraient bien plus petites qu'en réalité. Par exemple, les fameuses cornes de taureau, utilisées comme décoration ou instrument, ne sont que la partie externe de kératine des cornes des bovidés. Sous cette gaine se trouve un noyau osseux plus court, mais l'ensemble vivant possède des formes très spectaculaires. Il en allait de même pour Triceratops. La corne que nous voyons au musée n'est que l'âme osseuse, pas la structure spectaculaire qu'il portait de son vivant. Outre le fait que la forme et la taille des cornes pouvaient indiquer l'âge, le sexe et la santé de l'animal, il semble y avoir une grande variabilité entre individus. Chaque Triceratops adulte avait une paire de cornes différentes, uniques, qui devaient probablement croître lentement tout au long de sa vie. Les plus âgés avaient sûrement des cornes exagérément longues, recourbées ou usées par des années de combat et de parade. Et nous savons que ces cornes ne servaient pas seulement à communiquer entre eux ou à attirer les partenaires. C'étaient aussi des armes redoutables, aussi bien pour se défendre que pour attaquer. Un coup de tête d'un Triceratops adulte pouvait briser des côtes, perforer des muscles ou même transpercer un prédateur qui s'approchait trop près. Face à un Tyrannosaurus imprudent, ces cornes faisaient de cet herbivore un ennemi très dangereux. Mais aussi spectaculaire que soient les cornes, ce ne sont pas l'aspect le plus exclusif de cet animal, car on trouve aussi des cornes de nombreuses formes chez les mammifères actuels, apparues indépendamment de celles des dinosaures. Ce qui ne semble pas s'être répété dans aucun autre groupe d'animaux, c'est le grand bouclier osseux qui s'étend derrière le crâne. Le bouclier de Triceratops est relativement simple si on le compare à celui d'autres cératopsidés. Surtout certains chasmosaurinés qui possèdent des boucliers beaucoup plus grands, perforés et décorés d'épines et de crochets. Celui de Triceratops est plus compact et massif, sans trop d'ornements. Mais précisément pour cette raison, il était probablement plus résistant. Il servait de protection supplémentaire pour le cou et le haut du dos, de surface d'insertion musculaire et, très certainement, de panneaux d'exposition recouverts de peau, de vaisseaux sanguins et peut-être de motifs de couleur voyants. Chaque espèce de cératopsidé avait un type de bouclier différent, presque comme si chacune portait un casque personnalisé. La forme, la taille, les bords et les ornements osseux du bouclier variaient tellement d'une espèce à l'autre qu'ils devaient influencer leur manière de se battre, de se reconnaître et de se montrer. Ces formes exagérées et spectaculaires
semblent être des traits fusés façonnés en grande partie par la sélection sexuelle. Plus le bouclier était voyant et particulier, plus il était facile de se démarquer aux yeux de partenaires boissins potentiels et aussi d'intimider les rivaux. Chez la plupart des cératopsidés, le bouclier présente de grands trous, les fenêtres pariétales, qui l'allègent sans réduire sa surface de parade. Mais le bouclier de Triceratops était différent. Totalement solide, court et très épais, comme une dalle de pierre. Il était orné de petites plaques osseuses à sa surface, appelées ostéodermes, et sillonné de grands canaux par lesquels devaient probablement passer des veines transportant le sang. Cela indique qu'il était fortement irrigué et qu'il aidait probablement à réguler la température du corps de ces animaux à sang chaud. En augmentant ou en diminuant le flux sanguin dans le bouclier, une grande surface en contact avec l'air, l'animal pouvait se réchauffer ou se refroidir de manière comparable à la façon dont les immenses oreilles aident les éléphants africains à contrôler leur température. De plus, ce bouclier protégeait le cou, une zone clé où les prédateurs essayent de mordre pour renverser leur proie. Une morsure de Tyrannosaurus rex qui frappait le bouclier rencontrait un mur d'os plutôt que de la chair tendre. Les pattes de Triceratops étaient très différentes de la façon dont on les représente dans les films et les illustrations, où elles apparaissent comme des colonnes rondes, identiques à celles d'un éléphant. En réalité, les pattes avant et arrière étaient assez différentes l'une de l'autre, et dans les deux cas, elles posaient 4 doigts bien séparés au sol. Cette répartition des doigts montre qu'ils n'étaient pas faits pour la vitesse, mais pour la stabilité, la poussée et une bonne adhérence sur des terrains meubles ou boueux. Les pattes postérieures étaient très puissantes, avec des os robustes, et tous leurs doigts portaient des griffes qui les aidaient probablement à s'agripper au sol, voire à gratter un peu la terre si nécessaire. Les pattes antérieures rappelaient un peu la main de Psittacosaurus. Elles contenaient un 5e doigt qui ne touchait pas le sol, et seulement 3 doigts principaux avec des ongles formant une petite pseudo-sabot. Ce n'étaient pas de simples piliers passifs, mais des structures complexes, capables de supporter l'énorme poids de la tête et de contribuer aux poussées et aux mouvements brusques du corps. Ces pattes avant racontent une histoire évolutive compliquée. Les premiers tétrapodes étaient quadrupèdes. Puis les ancêtres des dinosaures ont adopté une posture bipède. Et ensuite, certains groupes, comme les cératopsidés, sont revenus à la marche à 4 pattes. Autrement dit, ce sont des quadrupèdes récupérés. On le voit clairement en observant les cératopsiens plus primitifs et leurs proches parents, comme les Psittacosauridés et les Pachycéphalosauridés, qui étaient des dinosaures bipèdes et montrent une transition entre les deux modes de locomotion. Plus malin qu'il n'en a l'air. Sens, cerveau et communication. De son côté, Triceratops n'était pas un dinosaure particulièrement intelligent si on le compare à des mammifères comme les primates ou les dauphins. Mais il était peut-être plus futé qu'on ne l'imagine en général. Beaucoup de gens pensent que non, que les dinosaures étaient lents, maladroits et stupides, avec peu de capacité mentale. Pourtant, le fait qu'ils aient probablement eu une vie sociale complexe, avec peut-être des hiérarchies, des disputes, des alliances et une coopération dans la vigilance et une bonne connaissance de leur territoire, suggère qu'ils n'étaient pas de simples machines à manger des plantes. Les études de son cerveau indiquent que son odorat était probablement l'un des moins développés parmi les grands dinosaures, de sorte qu'il ne dépendait pas tant des odeurs pour s'orienter ou communiquer. En revanche, la forme et la position de son oreille interne montrent qu'il était très sensible aux sons de basse fréquence. Cela peut signifier que, comme les éléphants, il communiquait sur de longues distances grâce à des sons graves, des vibrations et des grondements qui se propageaient dans la forêt et à travers le sol, permettant au Triceratops de rester en contact même sans se voir. La posture naturelle de sa tête était inclinée d'environ 45 degrés, de sorte que le bec pointait vers le sol.
Cela lui facilitait l'arrachage des plantes basses sans devoir forcer le cou à chaque bouchée. Dans cette position, ses cornes se projetaient vers l'avant, prêtes pour la défense, tandis que le bec fonctionnait comme un puissant sécateur capable de couper des tiges dures, des racines superficielles et des pousses proches du sol. Même si les mâles, en moyenne, étaient un peu plus grands que les femelles, comme le suggèrent certains crânes adultes de plus petite taille, la femelle Triceratops ne devait pas être très différente du mâle. Lorsque mâles et femelles sont très différents, on parle de fort dimorphisme sexuel, comme chez le paon ou le lion. Chez Triceratops, il existait peut-être des différences de couleur, de petits détails dans la courbure des cornes ou dans l'épaisseur du bouclier, mais, en général, une femelle adulte devait être aussi capable de se défendre qu'un mâle. Il ne semble pas qu'il y ait eu de sexe faible dans cette espèce. Pour supporter une vie aussi violente, faite de bousculades, de charges et de possibles attaques de prédateurs, cet animal avait la peau épaisse. Le grand nombre de fossiles trouvés a permis de découvrir quelques empreintes de peau de Triceratops. Grâce à elles, nous savons qu'il n'avait pas la peau lisse d'un éléphant, mais qu'elle était couverte de petites écailles polygonales, certaines formant des rosettes et d'ostéodermes répartis sur le corps, de petites plaques osseuses enchâssées dans la peau qui ajoutaient une protection supplémentaire, comme une armure intégrée. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé dans ces restes de peau des mélanosomes fossilisés, de minuscules structures cellulaires contenant des pigments, suffisamment bien conservés pour connaître la couleur de sa peau de son vivant. Cependant, même sans cette information directe, nous avons de bonnes raisons d'imaginer qu'au moins le bouclier du Triceratops arborait des couleurs très vives et frappantes. En plus d'être une zone fortement irriguée, nous savons que l'extrême variété de formes de boucliers chez les cératopsidés indique que le choix des femelles a influencé leur design. Si les femelles décident quel bouclier elles préfèrent, la couleur et les contrastes deviennent importants. Et, bien sûr, la couleur est un atout majeur lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention avec une structure aussi visible. Les oiseaux actuels possèdent une vision des couleurs très développée et affichent souvent des teintes intenses et des motifs presque psychédéliques. Il n'y a aucune raison de penser que les dinosaures étaient très différents, en particulier les cératopsidés, qui basaient une grande partie de leur communication sur l'exhibition de la tête. On peut imaginer des boucliers avec des zones rougeâtres, jaunâtres, peut-être des taches sombres ou des contrastes nets, qui changeaient légèrement de tonalité en fonction du flux sanguin ou de la lumière ambiante. Triceratops n'était pas un herbivore très spécialisé ni particulièrement difficile. Il pouvait consommer de nombreux types de plantes, racines, fougères, cicadales et plantes à fleurs rampantes qui poussaient en Amérique du Nord. Son bec corné et sa batterie de dents, disposées en rangées qui se renouvelaient tout au long de sa vie, fonctionnait comme un broyeur industriel de végétaux. Sa seule vraie limitation était la hauteur à laquelle il pouvait atteindre la nourriture, car il ne pouvait pas accéder aux cimes des arbres comme un sauropode au long cou. Malgré cela, ce n'était pas un simple tondeuse à gazon. Par sa taille et sa force, il pouvait probablement faire tomber de petits arbres ou plier de jeunes troncs pour rapprocher les feuilles de sa portée, comme le font aujourd'hui certains éléphants. Il est également très peu probable que Triceratops se nourrisse uniquement de plantes. Un animal aussi grand, avec un squelette aussi massif, avait des besoins minéraux énormes, et il est possible qu'il complète son régime avec de petits restes de charogne et, surtout, avec des os d'animaux morts. Les plantes contiennent très peu de certains minéraux essentiels à la formation des os, comme le calcium et le phosphore. C'est pourquoi de nombreux herbivores actuels pratiquent l'ostéophagie. Ils mangent des os pour obtenir ces minéraux. Ce comportement a été observé chez les cerfs, les vaches, les girafes et même les tortues. Il pourrait en avoir été de même pour Triceratops.
De temps en temps, en trouvant une carcasse, il pouvait ronger ou broyer quelques os avec son bec pour obtenir des nutriments supplémentaires. Cela ne faisait pas de lui un carnivore, mais un herbivore opportuniste, capable de tirer parti de toute ressource de l'écosystème pour entretenir son corps gigantesque, la croissance continue de ses cornes et sa lourde armure osseuse. Tout cela suggère que Triceratops était ce que l'on pourrait appeler un univore. Il mangeait principalement des plantes, mais profitait aussi de viande et d'os lorsque l'occasion se présentait. Ce n'était pas un prédateur qui poursuivait des proies, mais ce n'était pas non plus un végétarien pur qui rejetait tout reste animal. Sa mâchoire, ses dents et son bec confirment cette idée, car ils étaient adaptés au broyage d'aliments très durs et fibreux, racines ligneuses, tiges résistantes, branches fines et, de temps en temps, fragments d'os ou de cartilage trouvés au sol, riches en minéraux essentiels. Il existe un débat assez vif pour savoir si les cératopsidés possédaient ou non quelque chose ressemblant à des joues, c'est-à-dire des structures molles aidant à retenir la nourriture dans la bouche pendant la mastication. Certains paléontologues pensent que oui, en se fondant sur certaines rugosités du crâne, tandis que d'autres estiment qu'ils ne possédaient qu'une sorte de lèvres cornées. C'est un point que nous ne pourrons trancher avec certitude que lorsque l'on trouvera une peau fossilisée de cette partie de la tête suffisamment bien conservée pour montrer ces détails. Le bec recourbé de Triceratops n'est pas apparenté à celui des perroquets, car ils appartiennent à des groupes de dinosaures très différents. Autrement dit, ils se ressemblent par convergence évolutive et non par parenté proche. Deux lignées distinctes qui trouvent une solution similaire à un même problème, en l'occurrence coupé avec précision et beaucoup de force. Chez d'autres cératopsidés, nous avons des preuves que ce bec n'était pas seulement recouvert de kératine, mais aussi de peau, avec un motif semblable au reste du corps. Sa fonction principale était de sectionner les plantes fibreuses et d'arracher les racines du sol avec une force énorme, comme un mélange de houe et de sécateur. Leurs dents, de forme triangulaire et très particulière, étaient organisées en batteries dentaires, des rangées et des colonnes de dents empilées, celles du dessus remplaçant celles qui s'usaient. Elles se renouvelaient en continu, créant une surface de broyage presque ininterrompue. Cela indique qu'ils pouvaient traiter des plantes très dures et même des fragments d'os, même s'ils ne mâchaient pas comme les mammifères, avec des mouvements latéraux très amples. Le résultat final était toutefois similaire. Réduire la nourriture en une pâte plus facile à digérer. De nombreux aspects de la reproduction de Triceratops restent peut-être mal connus et reposent en grande partie sur des hypothèses. L'accouplement n'était probablement pas aussi compliqué que chez d'autres dinosaures à très longue queue, mais pendant longtemps, on ne connaissait pas de nid de cératopsidés avec certitude. Certains cnides que l'on pensait leur appartenir se sont révélés être en réalité ceux de dinosaures théropodes, comme les raptors. Cette absence d'œufs clairement attribuable a amené certains chercheurs à proposer des idées très audacieuses, comme la possibilité que les cératopsidés donnent naissance à des petits vivants. Cependant, de nouvelles découvertes ont apporté la réponse. Tout comme chez les ptérosaures, leurs œufs étaient coriacés, c'est-à-dire dotés d'une coquille souple, semblable au cuir et non rigide et très minéralisée, comme celle des oiseaux modernes. Ce type d'œuf se dégrade vite, se déforme facilement et parvient très rarement à se fossiliser, ce qui explique pourquoi il est si difficile d'en retrouver. Malgré cela, il est possible qu'ils aient été des parents attentifs et très protecteurs, qui veillaient sur le nid, défendaient les petits contre les prédateurs et les accompagnaient peut-être durant leurs premiers mois de vie. Du bébé au géant Triceratops changeait beaucoup au cours de sa vie, surtout au niveau du crâne. Il ne naissait pas comme une simple version miniature de l'adulte. La forme du visage, des cornes et du bouclier variait avec l'âge, si bien que le sexe et le stade de vie
étaient visibles d'un simple coup d'œil pour les autres Triceratops. En plus de ces changements osseux, il est possible que les couleurs évoluent aussi en grandissant et que certains motifs ou tonalités signalent de la maturité, une bonne santé ou le statut social. Chez les jeunes, les cornes étaient courbées vers l'arrière, peut-être davantage conçues pour éviter qu'ils ne se blessent entre eux que pour des combats sérieux. À mesure que l'animal atteignait l'âge adulte, les cornes s'inclinaient violemment vers l'avant, adoptant leur forme caractéristique de lance. On a trouvé des fossiles correspondant à presque tous les stades de la vie de Triceratops, ce qui a permis aux scientifiques de reconstituer son développement avec assez de précision. Grâce à cette série de croissances, nous pouvons imaginer non seulement à quoi ressemblait un Triceratops adulte, mais aussi comment son apparence changeait depuis la sortie de l'œuf jusqu'au moment où il devenait l'un des géants blindés du Crétacé. L'histoire complexe de la croissance de Triceratops a conduit certains scientifiques à proposer des idées très radicales. L'une des plus célèbres est celle du paléontologue Jack Horner, qui a suggéré que Torosaurus, un cératopsidé de taille comparable ayant vécu à la même époque et dans la même région, n'était pas une autre espèce, mais le dernier stade de croissance de Triceratops, une sorte de grand-père Triceratops. Torosaurus possède un bouclier beaucoup plus long, avec 2 grandes ouvertures, et détient ainsi le record du plus grand crâne connu chez un animal terrestre. Selon la théorie de Horner, à mesure que Triceratops vieillissait, son bouclier s'allongeait, s'affinait et 2 trous s'ouvraient, lui donnant l'apparence d'un Torosaurus. Autrement dit, Torosaurus serait le résultat final d'un Triceratops très âgé. Cependant, le manque de fossiles clairement intermédiaires, d'autres différences anatomiques entre les 2 animaux et une distribution géographique qui cadre mal avec cette idée ont affaibli cette hypothèse. Aujourd'hui, Torosaurus est encore considéré comme une espèce distincte, aussi impressionnante que Triceratops, mais beaucoup plus rare dans le registre fossile. Les affrontements entre Triceratops et d'autres animaux, surtout avec leurs prédateurs, étaient fréquents. Nous le savons parce que de nombreux crânes portent des traces évidentes de combat. On a trouvé des marques de morsures sur le bouclier, les vertèbres, les côtes et même sur le fémur, que l'on peut attribuer directement à Tyrannosaurus rex en raison de la taille et de la forme des dents. Certaines de ces marques montrent une cicatrisation, ce qui indique que le Triceratops a survécu à l'attaque. D'autres n'en montrent aucune et signalent clairement la cause de sa mort. Les os abîmés indiquent que les zones les plus attaquées étaient la hanche et le bouclier, tenter de renverser l'animal par l'arrière ou de mordre près du cou. On a également découvert des marques de cornes d'autres Triceratops, surtout sur les côtés du visage et sur le bouclier. Dans certains cas extrêmes, il y a des trous qui traversent complètement l'os et correspondent à l'épaisseur de la corne d'un autre adulte. Tout cela montre que les combats entre eux étaient fréquents et très violents, peut-être pour le territoire, les partenaires ou la hiérarchie au sein du groupe. Pour comprendre réellement Triceratops, il faut se pencher sur Tyrannosaurus rex. Probablement que l'un n'aurait pas été ce qu'il était sans l'autre. Ce n'est pas un hasard si le plus grand prédateur terrestre de tous les temps et l'un des herbivores les plus puissants de l'histoire partageaient le même décor. Entre eux, il y eut une véritable course aux armements évolutive. Des millions de confrontations à mort entre prédateurs et proies, qui ont agi comme l'un des grands moteurs de l'évolution. La présence d'un prédateur de 12 mètres de long terrorisant Hell Creek explique une part essentielle de la vie du Triceratops. Pourquoi il avait besoin de cornes si grandes, d'un bouclier si robuste et d'un corps aussi solidement construit? Tyrannosaurus rex était un prédateur d'une force énorme, mais aussi étonnamment intelligent et spécialisé. Ses sens, sa morsure et tout son corps étaient optimisés pour détecter, harceler et abattre de grosses pointes. C'est pourquoi il n'attaquait probablement pas très souvent des adultes en bonne santé de Triceratops. Le risque était immense.
Une erreur pouvait signifier des côtes transpercées, des pattes brisées ou même la mort. Nous sommes habitués à voir Triceratops perdre systématiquement contre T-Rex dans les films et les jeux vidéo. Mais dans un combat réel, en tête-à-tête, l'issue pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. La morsure de T-Rex, adaptée au broyage des os comme s'il s'agissait de branches sèches, pouvait paralyser un Triceratops si elle atteignait un point clé de la colonne vertébrale ou des hanches. Une seule morsure au bon endroit pouvait mettre fin au combat en quelques secondes. D'un autre côté, les cornes de Triceratops, propulsées par un corps pouvant atteindre 10 tonnes, pouvaient facilement transpercer le flanc du Rex, perforer des organes internes et même le soulever du sol un court instant. Le prédateur le plus redoutable de la Terre se retrouvait face à l'une des proies les plus dangereuses. Cette bataille entre prédateurs et proies s'est répétée des millions de fois sur notre planète, au fil de milliers et de milliers de générations. Et cette histoire parle de la dernière d'entre elles. L'extinction de la majorité des dinosaures non aviens est souvent expliquée par des changements du climat, de l'environnement ou des écosystèmes. Et il est vrai qu'au cours de l'histoire, de nombreuses extinctions ont été lentes. Mais ce ne fut pas le cas pour Triceratops ni pour les autres dinosaures qui vivaient encore il y a 66 millions d'années. La cause finale de leur disparition est venue de l'espace. Ils ont vécu et prospéré jusqu'au pire jour de l'histoire de la Terre, l'impact qui a formé le cratère de Chicxulub dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Un astéroïde de plus de 10 km de diamètre est tombé à une vitesse inimaginable, libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires. Un jour, Triceratops était l'une des espèces dominantes d'Amérique du Nord. Le lendemain, il n'existait plus. Si certains individus ont réussi à survivre à l'impact, à l'onde de choc, à la chaleur extrême, au tsunami, aux tremblements de terre et à la pluie de roches en fusion qui ont déclenché des incendies sur toute la planète, ils n'ont pas vécu beaucoup plus longtemps. Leur fin fut de mourir asphyxiés dans un nuage de poussière et de fumée qui bloquait la lumière du soleil, ou de mourir de faim dans un monde où les forêts sont devenues grises du jour au lendemain. Les chênes trophiques se sont effondrés par la base. Sans plantes, pas d'herbivores. Sans herbivores, pas de grands prédateurs. Tout cela s'est produit au printemps dans l'hémisphère nord, une période critique pour le cycle reproductif de nombreuses plantes et de nombreux animaux. Beaucoup de Triceratops étaient probablement en train de s'occuper de leurs petits, de chercher de nouvelles pousses de nourriture, de se préparer pour une année de plus, qui n'est jamais arrivée. Nous ne savons pas combien de temps supplémentaire Triceratops aurait vécu si l'impact n'avait pas eu lieu, ni à quoi auraient ressemblé ses descendants. Y aurait-il eu des cératopsidés encore plus grands que lui et que Torosaurus? Seraient-il apparu des formes aux boucliers encore plus ornées, aux cornes recourbées vers le haut ou sur les côtés, aux couleurs inimaginables? Nous ne le saurons jamais, car cet événement a mis fin à toutes les branches de cératopsidés. Il ne nous reste que des fossiles, des roches, et notre imagination, guidée par la science. Un immense merci d'être arrivé jusqu'au bout. Partage cette vidéo et abonne-toi, et que ta vie soit incroyable.